Hello everybody. This is Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies, et aujourd'hui je parle à nouveau avec le Dr Warwick Powell, professeur associé à l'Université de technologie du Queensland à Brisbane. Warwick, bienvenue à nouveau. Warwick, welcome back. Ravi d'être de retour avec toi, Pascal. Always glad having you. And I really Toujours ravi de vous avoir avec nous. J'aimerais d'abord vous poser quelques questions sur la Chine, puis nous passerons aux États-Unis. Nous sommes maintenant à quelques mois de la frénésie tarifaire qui visait explicitement la Chine. La Chine a en quelque sorte fait l'inverse de ce qu'a fait l'Union européenne. Elle n'a pas cédé. Elle a essentiellement déclaré « Non, très bien, nous allons défendre notre économie ». Et cela a pas mal effrayé les États-Unis lorsqu'ils ont réalisé à quel point ils dépendaient de ces terres rares en provenance de Chine. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Et comment la Chine gère-t-elle actuellement les messages contradictoires venant des États-Unis? Disons-le ainsi. Écoutez, je pense que lorsque les tarifs ont été introduits le 2 avril de cette année, la réponse de la Chine dans les 48 heures nous a révélé quelque chose de très important sur l'approche qu'elle allait adopter cette fois-ci. Cette approche s'est largement inspirée des expériences que la Chine avait vécues pendant la période 2017-2018, lorsque le président Trump, version 1.0, a lancé la guerre commerciale. La Chine s'était alors sentie assez mal préparée. Elle ne croyait certainement pas être en mesure de résister à la tempête autant qu'elle le peut aujourd'hui. Et je reviendrai sur la situation actuelle dans un instant. À cette époque, elle avait à certains égards trouvé des compromis avec les États-Unis, probablement un peu plus rapidement qu'elle ne le ferait aujourd'hui. L'autre problème, bien sûr, à l'époque, donc en 2017-2018, c'est qu'il faut se rappeler que la structure économique de la Chine était assez différente de ce qu'elle est aujourd'hui. La structure de l'économie chinoise, il y a 8 ans, reposait encore largement sur l'immobilier comme moteur essentiel. L'immobilier représentait près de 30% de la croissance du PIB en Chine et il était fortement endetté. Ce n'était pas vraiment le type d'industrie sur lequel la Chine devait compter face à ce qui commençait à se dessiner comme un effort concerté pour contenir son développement économique, à la fois par des droits de douane limitant l'accès de la Chine ou pénalisant les produits manufacturés chinois entrant sur le marché américain, et par l'introduction de restrictions sur la capacité de la Chine à acquérir des technologies de pointe. La Chine a donc dû procéder à un ajustement très radical de la structure de sa propre économie à partir de cette période. Et elle l'a fait avec un degré de succès relativement élevé. Elle est parvenue à réduire l'endettement du secteur immobilier au point que celui-ci ne représente plus aujourd'hui qu'environ la moitié de ce qu'il pesait à l'époque. Mais dans le même temps, cela n'a ni provoqué l'effondrement de l'économie, ni entraîné de contagion dans le secteur financier chinois. Cette restructuration a conduit à une croissance du capital et des prêts destinés à l'industrie manufacturière de pointe. C'est le changement structurel que la Chine a dû entreprendre et qui lui a permis d'aborder les défis actuels avec une posture différente. Désolé, je ne suis pas sûr de comprendre. Que veux-tu dire par effet de levier? Je ne comprends pas vraiment le terme. En quoi le marché immobilier est-il autant sous effet de levier et comment s'en est-il ensuite désendetté? Qu'est-ce que ça veut dire? Ainsi, la croissance du crédit, l'effet de levier, représentant la quantité de crédit engagé dans un secteur particulier, a alimenté à la fois le côté acheteur et le côté promoteur. Du côté des promoteurs, il y a eu une croissance substantielle du crédit pour les acquisitions de terrains et la construction. De l'autre côté, on a observé une forte expansion du crédit pour les prêts hypothécaires. Ainsi, la demande et l'offre, pour ainsi dire, étaient toutes deux stimulées par une croissance massive du crédit.
Cette expansion du crédit découlait de la réponse principale de la Chine à la crise financière mondiale. On peut voir comment ces événements se sont déroulés et ont déclenché des conséquences en aval. Ainsi, lorsque la crise financière de 2008 a éclaté, principalement aux États-Unis, avant de se propager à l'Europe, puis de s'infiltrer dans d'autres régions du monde, la Chine a réagi par une injection budgétaire très importante de 400 milliards de dollars dans son économie. Cela a créé une relance sur le plan intérieur, mais a également généré une liquidité significative dans le système mondial. Le plan de relance a été orienté vers de grands investissements en capital, notamment dans les transports, les systèmes électriques et bien sûr, l'urbanisation. Ainsi, la période allant d'environ 2012 à 2020 a connu une expansion massive des zones urbaines et du processus d'urbanisation qui l'accompagnait. Pendant que cela se produisait, nous avons constaté qu'aux alentours de 2017, le taux de croissance du crédit, le rythme annuel auquel le crédit s'accélérait dans l'immobilier, avait atteint près de 24%. C'était donc vraiment en plein essor. Le taux d'accélération est en réalité l'un des moteurs essentiels de la croissance et de l'inflation des prix des actifs. Ce qui a commencé à apparaître vers 2017-2018, c'est une inquiétude. L'économie réelle, le rythme auquel les actifs réels pouvaient effectivement être développés, comme les terrains, les logements, les appartements et ce genre de choses, ne pourrait jamais suivre le rythme auquel le crédit affluait dans le système. D'accord. C'est un peu comme le problème japonais des années 1980. Oui. Et le fait que nous commencions maintenant à observer une inflation des prix des actifs. Eh bien, l'inflation des prix des actifs signifiait que les prix de l'immobilier et du logement avaient presque doublé par rapport aux revenus. Nous constations donc en pratique une division par deux de l'accessibilité financière dans l'ensemble du marché. Vers 2017 ou 2018, les autorités bancaires, conjointement avec le gouvernement dans son ensemble, ont cherché à désendetter le secteur immobilier. On se souviendra du président Xi Jinping déclarant que l'immobilier est fait pour y vivre, non pour la spéculation. Le gouverneur de la Banque populaire de Chine, PBOC de l'époque, a explicitement évoqué le risque d'un moment Minsky propre à la Chine, c'est-à-dire que l'exubérance dans la création de crédit pourrait entraîner un crash lorsque l'économie réelle ne pourrait plus suivre. Et ils ont envoyé des messages à l'industrie. Ces messages sont d'abord passés par des signaux politiques, disant en substance « Calmez-vous, ralentissez ce que vous faites ». Ils ont également envoyé des messages en privé, par des canaux discrets au niveau des conseils d'administration, aux entreprises de développement, leur disant essentiellement qu'elles devaient vendre une partie de leurs actifs et réduire le montant de leurs prêts en cours. Beaucoup d'entreprises l'ont effectivement fait, en particulier pour leurs avoirs à l'étranger. De nombreuses sociétés de promotion immobilière s'étaient implantées dans le monde entier. Et en Australie, par exemple, de nombreux actifs avaient été acquis dans la perspective d'un développement ultérieur. Une grande partie de ces actifs a été liquidée entre 2018 et 2020. Toutes les entreprises ne l'ont pas fait, comme nous le savons. Et en fait, certains ont continué à emprunter. Ainsi, en 2020, les 3 lignes rouges ont été introduites, ce qui a plus ou moins freiné la croissance du crédit dans le développement immobilier. Les promoteurs immobiliers l'ont en grande partie accepté. Ceux qui ne l'ont pas fait ont cherché des fonds à l'étranger. C'est le cas d'Evergrande et d'autres. Ils ont littéralement dit « Eh bien, si nous ne pouvons pas obtenir de lignes de crédit auprès des banques traditionnelles du continent, nous allons lever des fonds par le biais d'obligations d'entreprise sur le marché international, garanties par nos actifs continentaux. »
Le résultat final est ce que nous voyons aujourd'hui. Evergrande a été radié il y a quelques mois de la bourse de Hong Kong. Les investisseurs internationaux dans ces obligations ont subi une perte importante. Et au final, les actifs ont été en partie transférés à des entreprises publiques de développement pour achever les projets. Certains des fondateurs de ces entreprises de développement ont été sévèrement punis, incarcérés et ainsi de suite. C'était le désendettement qui a eu lieu, visant à réorienter les ressources nationales vers des domaines que le gouvernement de l'époque considérait comme vitaux si la Chine voulait gérer les risques externes apparus à la suite de Trump 1.0. Biden, bien sûr, a poursuivi là où Trump s'était arrêté, en ce qui concerne la Chine, et celle-ci a donc vraiment dû redoubler d'efforts dans ses investissements dans la fabrication de haute technologie, la robotique, la transition énergétique et autres secteurs similaires. Aujourd'hui, nous en sommes à un point où, en essayant de gérer cette transition, les prix de l'immobilier sont revenus à peu près à leur niveau du début de la période de boom. Ils sont donc revenus à peu près au niveau où ils se trouvaient en 2013 ou 2014. Le taux de chômage à l'échelle du système est resté autour de 5,2%. Les salaires réels ont augmenté et il n'y a pas eu de contagion bancaire. Je pense donc qu'il est juste de dire que s'agissant d'un désendettement macroéconomique d'un secteur, sans faire plonger l'économie, il s'agit d'un effort relativement réussi. Mais il était essentiel non seulement de recalibrer les moteurs de croissance de l'économie chinoise pour son propre bien, mais aussi de permettre à la Chine de se placer en position de faire face à ce qu'elle anticipait clairement comme une période prolongée durant laquelle les puissances occidentales, en particulier les États-Unis, chercheraient à la contenir et à la mettre sous pression. Nous en sommes donc à un point où je pense que la Chine traite désormais avec les États-Unis depuis une position de plus grande confiance, plus confiante dans sa capacité à absorber les chocs et à réagir lorsque cela est nécessaire. Et cela ne se fait pas seulement au nom de la protection et de la défense de l'économie et des entreprises chinoises, mais aussi, fait intéressant Pascal, au nom de la défense du système international mondial. Oui, je veux dire, la Chine s'est vraiment bien positionnée pour reprendre le flambeau d'une autre forme de mondialisation. Après que les États-Unis l'ont essentiellement jeté à terre en disant « Non, non, nous allons désormais à fond dans des mesures mercantilistes et protectionnistes. » Et pas seulement protectionnistes. Mais en réalité, nous allons commencer à utiliser ces outils, en particulier les tarifs douaniers, comme une sorte de sanction allégée afin de nuire aux autres, dans l'idée que si les autres souffrent plus que nous, alors structurellement, nous gagnons, n'est-ce pas? Parce que c'est comme, soit je gagne et tu perds, soit l'inverse. Il n'est pas possible de faire du gagnant-gagnant, du moins avec l'état d'esprit actuel aux États-Unis. Alors, que penses-tu en dehors de l'initiative des nouvelles routes de la soie, de l'interconnexion et de l'ouverture à d'autres États, de la construction de chemins de fer dans toute l'Asie du Sud-Est, y compris en Indonésie, etc. À part cela, que fait d'autre la Chine pour consolider et renforcer le système économique mondial? Écoutez, je pense que lorsque Trump a lancé les tarifs douaniers au début du mois d'avril, beaucoup de gens ont sauté dans le train en marche et ont parlé de la fin de la mondialisation. Certes, je pense que la mondialisation version 1.0 ou la mondialisation d'après-guerre, telle que nous la comprenions, qui était largement portée par les États-Unis, l'Europe occidentale et le Japon, s'est transformée. Mais cette transformation avait déjà commencé avant même l'introduction des tarifs. Les tarifs imposés par Trump ont été, en un sens, un signe de ponctuation annonçant l'ouverture d'un nouveau chapitre de la mondialisation, ce que j'appelle la mondialisation 2.0, ou la mondialisation à caractéristiques multipolaires. Ainsi,
les contours du commerce ont été les premières choses à changer. Ainsi, entre 2000 et 2025, la Chine est devenue le principal partenaire commercial d'environ 140 ou 150 pays. On peut le constater sur ces cartes colorées, montrant le passage du bleu au rouge à travers le globe, à mesure que les pays commerçaient davantage avec la Chine qu'avec les États-Unis. Ce changement dans les contours des flux commerciaux conduit finalement à d'autres évolutions, dont certaines ne sont pas encore pleinement abouties. Mais les pressions existent déjà en raison de la circulation de la valeur réelle. La deuxième conséquence est que cela permet à la Chine d'accumuler d'importants excédents au fil du temps et de commencer désormais à recycler ces excédents sous forme de capitaux d'investissement à travers le monde. Au départ, les excédents accumulés par la Chine étaient principalement recyclés vers les États-Unis par l'achat d'obligations en dollars américains, d'obligations libellées en dollars et d'actifs similaires. Mais cela a été de moins en moins le cas, proportionnellement, au cours des 6 ou 7 dernières années. Nous observons deux phénomènes principaux, tous deux liés à l'initiative des nouvelles routes de la soie. L'une des choses que la Chine a faites, de plusieurs manières, a été d'utiliser ses dollars américains et ses actifs libellés en dollars comme garantie pour émettre du crédit libellé en RMB. Ah, vraiment? Elle a donc transformé ses avoirs en dollars américains en la base à partir de laquelle elle a créé de l'intérieur les prémices d'un monde libellé en RMB. Et j'ai documenté cela dans l'un de mes articles sur Substack il y a quelques mois, qui parlait beaucoup de ces dynamiques, ce que les gens de la finance appellent l'hypothécation. Cela signifie utiliser ces actifs comme garantie pour émettre de nouveaux actifs financiers. La deuxième chose que la Chine a faite, en plus d'utiliser des actifs libellés en dollars américains comme actifs d'hypothécation, c'est d'utiliser effectivement ces avoirs en dollars américains et en autres devises étrangères, y compris l'euro, comme financement direct pour des projets de développement. Et elle a impliqué ces juridictions européennes et américaines, oui, et d'autres encore. Ainsi, ils les utilisent pour financer des projets dans d'autres régions du monde. Nous commençons donc à voir une rotation du capital financier, vers l'investissement direct, soit par le biais de capitaux propres, soit par la dette. C'est la prochaine phase. La dernière phase, qui n'a pas encore vraiment mûri, mais qui, à bien des égards, est inévitable, est que, à mesure que la demande de dollars américains diminue, parce que les États-Unis produisent moins de choses dont le monde a besoin, le besoin de dollars américains comme moyen de paiement diminue également. Et la tendance naturelle, si l'on peut dire, pour les pays ou les entreprises opérant entre pays à régler leurs comptes en utilisant des alternatives au dollar américain va s'accentuer. C'est donc une conséquence naturelle des transformations des flux commerciaux. Mais cela prend du temps à se déployer. C'est là que, selon moi, se situe la Chine. Arrivée à cette position aujourd'hui, comparée à il y a 8 ou 10 ans, lorsque les premières tentatives ou signes d'endiguement ont commencé à apparaître, la Chine, je pense, est plus confiante, d'abord dans sa propre structure économique. Elle est plus confiante dans ses relations mondiales avec d'autres pays, d'une manière qui renforce également la solidité institutionnelle d'une forme de mondialisation multilatérale. Ainsi, la Chine, en un sens, a pu être un bénéficiaire important de l'ordre d'après-guerre, le libre-échange et ce genre de choses. Mais elle a désormais su en faire bénéficier d'autres. Cela va prendre un certain temps pour effectuer cette transition, car d'autres pays devront développer leurs propres capacités. Ils devront améliorer leurs infrastructures énergétiques, leurs infrastructures de transport et ce genre de choses. Mais je pense que cette transition est en cours. Et le résultat final de tout cela
c'est que la Chine est profondément attachée à une forme de mondialisation. Une réforme de la mondialisation qui ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, parce qu'elle comprend que la mondialisation ou les relations économiques internationales sont en réalité importantes pour des raisons de développement économique. Ce faisant, cela crée une autre couche d'institutions, ce qui correspond probablement davantage au cœur des sujets dont nous parlons souvent, ces couches institutionnelles qui sont les accords et les règles à travers lesquels les pays interagissent entre eux. Qu'il s'agisse d'accords de libre-échange, d'accords d'investissement, d'accords de lutte contre le terrorisme et de sécurité, tels que l'Organisation de coopération de Shanghai, ou d'arrangements commerciaux plus souples, comme les BRICS, ils sont désormais soutenus par un rôle croissant de la Banque des BRICS. De même, lorsque Xi Jinping a annoncé ou proposé la création de la Banque de développement de l'OCS, l'idée était à nouveau que ces réseaux développent leur propre noyau financier. Nous commençons donc à voir, je suppose, ce que l'on pourrait appeler une évolution globale, non seulement de la relation de la Chine avec le monde, mais aussi de la manière dont la Chine perçoit l'évolution du monde lui-même et les façons dont elle peut contribuer, peut-être, à l'accélération de cette évolution, d'une manière relativement stable. Je pense que Vladimir Poutine parle souvent du caractère inévitable de ces tendances. La question est de savoir si elles se produisent de manière désordonnée, fragmentée, perturbatrice, violente, ou si nous pouvons les orienter d'une façon plus équitable. Xi Jinping évoque également le fait que l'essence de la gouvernance consiste à comprendre la dynamique des contradictions, que ce qui est bon peut aussi être mauvais, et inversement. Le but de la gouvernance est de comprendre le changement et d'aider à le guider. Mais on ne peut pas, en un sens, forcer le changement à aller dans une direction qu'il ne veut pas prendre. Oui, non, c'est un très bon point à soulever. Et vous savez, l'une des difficultés pour ceux d'entre nous qui essayent de faire ce genre d'analyse, là où les choses évoluent, c'est que surtout en Occident, nous avons l'habitude de simplement projeter les structures passées sur ce que nous voyons émerger ou sur ce que nous croyons voir émerger. Ainsi, l'une des tendances que l'on observe en ce moment, c'est que certains affirment « Oh, le renminbi va remplacer le dollar américain comme monnaie de réserve. » Alors nous faisons le parallèle. D'accord, nous avons eu la livre sterling, puis le dollar américain, et maintenant nous allons avoir le renminbi. Mais à mes yeux, ce monde multipolaire et le développement en réseau des monnaies et de la mondialisation indiquent en réalité davantage, peut-être pour la première fois, une manière distribuée de faire des affaires. Je ne vois donc pas vraiment émerger une nouvelle monnaie mondiale, mais nous voyons des pays chercher à régler leurs échanges commerciaux de manière bilatérale, n'est-ce pas? Et ce faisant, ils créent de nouveaux mécanismes, pas forcément de nouvelles idées, mais de nouveaux mécanismes qui permettent ce type de règlement. Bien sûr, cela comporte le risque que certaines devises s'apprécient fortement, tandis que d'autres chutent précisément, ce qui nuit à la prévisibilité des marchés, des investissements et ainsi de suite. Mais c'est là tout le défi, trouver à nouveau un équilibre. Voyez-vous aussi que nous nous orientons vers un avenir plus interconnecté, plutôt que de simplement remplacer une hégémonie par une autre, du moins sur le plan économique. Oui, absolument, Pascal. Je ne pense pas que la Chine veuille se substituer aux États-Unis en termes systémiques. Vous savez, le système ne reste pas identique simplement parce qu'on change de relais. Ce n'est pas ainsi que la Chine conçoit ses propres ambitions pour commencer. Et je ne pense pas non plus que ce soit ainsi qu'elle perçoive l'évolution des forces mondiales, d'une manière ou d'une autre. Ces deux idées se rejoignent. Car je pense que la philosophie politique chinoise, tout comme sa direction, comprennent
qu'on ne peut pas aller à l'encontre du cours de l'histoire, pour ainsi dire. Go against the flow of history, so to speak. You can only ride it. Vous ne pouvez que le chevaucher et gérer les turbulences en cours de route, en espérant lui donner une certaine forme pour que les turbulences soient moindres et les bénéfices plus grands. L'évolution en cours tend vers quelque chose de beaucoup plus multidimensionnel, de beaucoup plus interconnecté, où les relations sont moins, si l'on voulait les visualiser, moins comme une structure en moyeux et rayons, et davantage comme un ensemble de toiles d'araignée avec différents centres, ou même comme un réseau neuronal, où, avec le temps, différentes parties de ce réseau jouent des rôles plus importants que d'autres. Mais c'est fluide. Ainsi, l'idée n'est pas d'adopter une approche figée du monde, mais plutôt de concevoir un monde dans lequel les institutions favorisent le dynamisme et la fluidité, et en fin de compte, obligent les États à comprendre que, face à cette complexité, ils n'ont d'autre choix, s'ils veulent agir avec discernement, que de consacrer le temps et les efforts nécessaires pour s'asseoir ensemble de manière continue, afin d'être, en un sens, les auteurs collectifs des institutions qui permettront à chacun de poursuivre ses propres ambitions. Et c'est là le véritable défi aujourd'hui, transformer l'éthique et la pratique des relations internationales. Peut-être une dernière question sur ce sujet. Si l'on regarde l'Asie de l'Est et du Sud-Est jusqu'à l'Australie, pensez-vous qu'il y ait une prise de conscience croissante que nous nous dirigeons vers cette configuration multinodale? Et peut-être aussi, mon Japon, ici, a encore du mal à s'y faire. Mais on peut voir comment le processus politique, avec le PLD qui a dirigé pendant 60 ans, est aujourd'hui historiquement affaibli, et qu'un système multipartite est en quelque sorte en train d'émerger. Il existe différentes approches et préférences en matière de politique étrangère. Comment voyez-vous la reconfiguration de l'Est en ce moment? Écoutez, je pense que la multipolarité, la multinodalité, ou peu importe comment nous voulons décrire cette idée, qu'il y a plus d'un centre, cette idée d'un réseau, quelle que soit la manière dont nous le conceptualisons, est une réalité inévitable. Nous n'avons peut-être pas encore de consensus collectif sur la façon de la décrire ou sur ce qu'elle signifie nécessairement, mais il se passe quelque chose dans le monde qui est indéniable. Cela se manifeste, bien sûr, sous de nombreuses formes de réactions différentes. Les turbulences que connaît chaque pays témoignent directement du fait que le monde est en train de changer. À l'intérieur des pays, nous voyons sans surprise des tendances mêlant des débats sur la manière de ralentir ce processus, de le renverser ou de s'y adapter. Et ces débats se déroulent chacun à leur manière, littéralement à tous les niveaux. Nous le voyons dans chaque pays. Vous savez, l'Australie a longtemps eu une vision très subimpériale, selon laquelle tout ce qui servait la primauté américaine dans la région était, ipso facto, bon pour l'Australie. Le problème avec cette vision, c'est qu'elle supposait que la primauté américaine était stable et durable. Si la primauté américaine ne l'est plus, la question est alors, que devient la vision subimpériale? L'Australie doit-elle faire tout ce qu'elle peut pour aider l'Amérique à réaffirmer sa primauté? Ou s'agit-il d'accepter que cette primauté ait disparu et de commencer à avoir une nouvelle conversation sur ce que cela signifie réellement? Pendant longtemps, dans un pays comme l'Australie, l'ancienne vision avait tendance à prévaloir. Une forte résistance face au fait que le monde changeait et que ce changement allait, en réalité, dans une direction irréversible. On cherchait à freiner le changement et, d'une certaine manière, à préserver la primauté américaine qui subsistait encore dans la région. Je ne suis pas sûr que cette vision du monde soit aujourd'hui aussi solidement ancrée qu'elle l'était il y a encore 2 ans.
il y a désormais davantage de voix qui, en substance, affirment « Regardez, l'ère de la primauté américaine est terminée. » La véritable question est « À quoi ressemblera l'avenir et quelle place un pays comme l'Australie y occupera-t-il ?» De même, je pense que dans toute l'Asie du Sud-Est, les mêmes types de discussions ont lieu. À certains égards, Pascal, je pense qu'il y a une plus grande ouverture à la perspective de la multipolarité, en partie parce que les nations d'Asie du Sud-Est, à travers l'ASEAN en particulier, ont depuis longtemps une tradition de neutralité. Ces pays n'ont de toute façon jamais adhéré au monde binaire de la guerre froide. Et deuxièmement, en interne, entre eux, il existe une longue tradition de processus de dialogue douloureux, chronophage et parfois frustrant pour parvenir à des positions communes. Et ces positions communes ont toujours visé à garantir qu'aucune partie ne soit privilégiée par rapport aux autres. Il fallait obtenir l'adhésion. Je pense donc que nous assistons, en Asie du Sud-Est, à une prise de conscience plus mûre de ce qui constitue, en réalité, la fin de la primauté américaine dans la région. Il existe bien sûr des débats nuancés sur le rôle futur des États-Unis. Il ne fait aucun doute que certaines composantes des processus politiques dans différents pays d'Asie souhaiteraient voir le rôle des États-Unis dans la région réduit, considérablement réduit. Et il y a aussi ceux qui considèrent peut-être les États-Unis comme, je crois que le terme est, une puissance d'équilibre, n'est-ce pas? Donc il y a ceux qui veulent vraiment pousser les États-Unis à se retirer beaucoup plus. Et il y a ceux qui veulent que les États-Unis acceptent le fait qu'ils ne sont plus la puissance principale, mais qu'ils ont un rôle important à jouer comme puissance d'équilibre. Or, les États-Unis ne veulent pas être une puissance d'équilibre. Ils veulent toujours être la puissance dominante. Voilà les contradictions. Je ne pense pas qu'il y ait encore un résultat définitif, mais il est difficile de voir comment la primauté pourrait être réaffirmée, alors que le seul moyen d'y parvenir serait par la violence. Et les chances d'une guerre au nom de la réaffirmation de la primauté américaine en Asie, de la victoire de cette primauté américaine, me semblent très très faibles. American primacy prevailing, I think, is very, very low.